Stephen Lennox regarda sa montre pour la 3e fois en 10 minutes. Le country club de Louisville bourdonnait d'activité, les préparatifs du mariage atteignant leur paroxysme. Sa fille Adley était assise à côté de lui sur un banc de velours. Ses petits doigts enserraient un crayon tandis qu'elle dessinait dans son carnet. Elle dessinait des fleurs, de simples marguerites aux pétales tordus qui semblaient plus authentiques que les compositions élaborées qui les entouraient. « Papa, pourquoi tout le monde est-il si bruyant ?» murmura Adley en se serrant plus fort contre lui. Stephen passa un bras autour de ses fines épaules. Parfois, les adultes s'enthousiasment pour les fêtes. On ne dirait pas qu'ils sont heureux et excités. Elle avait raison. Les voix étaient tranchantes. Les demandes stridentes de Callie résonnaient dans la suite nuptiale. Les réponses saccadées de Rena, qui tentait de gérer le chaos. Stephen avait appris à lire la température de ce genre de pièce. 30 ans de réunions d'affaires lui avaient appris que lorsque les gens parlaient d'un ton serré et contrôlé, les problèmes se préparaient. Stephen Rena apparut à ses côtés. Ses cheveux blonds tirés en arrière si serrés qu'ils tiraient sur sa peau autour de ses yeux. « J'ai besoin que tu t'occupes du photographe. » Il s'enquiert des heures supplémentaires. Il lissait sa veste de costume noir. Quelles heures supplémentaires? La cérémonie ne commence que dans 3 heures. Callie veut des photos supplémentaires de la robe. La couturière a fait quelques ajustements de dernière minute. La voix de Rena portait cette intonation particulière. Il avait fini par reconnaître le bruit de quelqu'un essayant de tenir plusieurs ballons en l'air tout en se tenant sur un sol mouvant. De la suite nuptiale retentit un fracas, suivi de la voix de Callie. « Non, non, non. Ce n'est pas possible. » Le visage de Rena pâlit. « Je dois y aller. » Elle s'éloigna en hâte, ses chaussures claquant sur le sol en marbre. Stephen baissa les yeux vers Adley, qui avait arrêté de dessiner. Ses yeux sombres, si semblables à ceux de sa mère, observaient le chaos avec une attention particulière. « On peut sortir ?» demanda-t-elle. « Dans quelques minutes, ma chérie. » Le hall principal du country club s'étendait devant eux, décoré de blanc et d'or avec suffisamment de fleurs pour remplir une serre. Stephen calcula mentalement le coût. Facilement $20,000, probablement plus. Callie n'avait pas lésiné sur les moyens pour sa journée parfaite. Maverick arriva en courant au coin d'une rue, son petit smoking déjà froissé malgré l'heure matinale. À 17 heures, le neveu de Stephen possédait l'énergie d'une petite tornade et la moitié de sa capacité d'attention. Oncle Stephen, tante Callie, pleurait et jetait des objets. Quel genre d'objets? Des chaussures et une brosse à cheveux. Et elle a dit un gros mot que maman m'avait interdit de dire. Stephen jeta un coup d'œil vers la suite nuptiale où les voix montaient et descendaient comme des vagues de tempête. Par la porte entr'ouverte, il aperçut du tissu blanc et des mouvements rapides. « Maverick, viens ici. » Stephen prit son neveu à part. « Que as-tu entendu exactement ?» Tante Callie parlait à quelqu'un au téléphone. Elle n'arrêtait pas de dire, atteinte à la réputation, puis elle s'est mise à pleurer. Maverick tirait sur un fil qui dépassait de sa veste. Puis tante Rena entra et ils devinrent très silencieux. Un silence effrayant. Stephen connaissait ce silence. C'était le même silence qui régnait dans les salles de réunion juste avant un licenciement. Dudley tira sur sa manche. « Tante Callie va bien ?» Avant que Stephen puisse répondre, Rena réapparut. Son maquillage soigneusement appliqué ne pouvait cacher la tension autour de sa bouche. « Stephen, j'ai besoin de te parler en privé. » Elle le conduisit dans un coin près de la table des cadeaux, parlant à voix basse. « Il y a un problème avec la robe de Callie. Une déchirure dans la couture. Elle est hors d'elle. Est-ce que ça peut être réparé ?» La couturière essaie, mais Rena jeta un coup d'œil autour d'elle, s'assurant que personne n'écoutait. Callie s'inquiète du regard des gens. Tu sais comment elle est attachée aux apparences. Stephen le savait. Callie Keller vivait sa vie comme un fil d'actualité sur les réseaux sociaux soigneusement organisés, chaque instant conçu pour un impact et une admiration maximum. Une robe de mariée abîmée serait, dans son monde, une catastrophe. Que veut-elle faire? L'hésitation de Rena ne dura qu'une seconde, mais Stephen la saisit. Elle cherche une solution. Ne t'inquiète pas. Cette phrase, ne t'inquiète pas, n'avait jamais signifié, dans l'expérience de Stephen, qu'il ne devait pas s'inquiéter. D'habitude, c'était le contraire. Le soleil se couchait derrière les fenêtres du country club lorsque Stephen trouva enfin un moment seul avec Adley. Elle était restée silencieuse tout l'après-midi,
plus que d'habitude, observant les préparatifs du mariage avec l'attention qu'elle réservait habituellement à ses dessins. « Tu as faim ?» demanda-t-il en s'installant à côté d'elle dans la petite bibliothèque du club, la seule pièce calme qu'ils trouvèrent. Elle secoua la tête. La femme bruyante dit, « Je n'étais pas censé manger quoi que ce soit qui puisse tacher ma robe. » Steven fronça les sourcils. « Quelle femme bruyante, tante Callie ?» Elle dit, « Les petites filles qui font des bêtises n'ont rien à faire au mariage. » Il se glissa dans le cou de Steven. « Quand a-t-elle dit ça ? » « Quand tu parlais au photographe, mec. » Adley ouvrit son carnet à une nouvelle page. « Je peux dessiner au lieu de regarder la fête ? » « Bien sûr. » Steven sortit son téléphone pour consulter ses emails professionnels, essayant de contenir son irritation. Le comportement de Callie envers Adley s'était aggravé ces derniers mois. Des remarques insignifiantes, des regards appuyés, le genre de cruauté désinvolte que les gens considéraient souvent comme inoffensive. Mais Steven avait été suffisamment victime de la politique du travail pour reconnaître une exclusion délibérée. La porte de la bibliothèque s'ouvrit et Maverick se glissa à l'intérieur, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule comme s'il était suivi. « Oncle Steven, puis-je te confier un secret ? » ?»« Quel genre de secret ?» Maverick grimpa sur la chaise à côté de lui, baissant la voix jusqu'à un murmure. « J'entendis tante Callie et tante Rena parler d'Adley. » Steven posa son téléphone. « Et Adley ? » Elles étaient dans la mariée et je cherchais ma cravate parce que maman disait que je l'avais perdue. La porte était entr'ouverte. Le petit visage de Maverick se crispa de concentration tandis qu'il essayait de se souvenir. Tante Callie avait dit quelque chose à propos de la gamine et que personne ne la blâmerait. La blâmer pourquoi ? Je ne sais pas. Mais tante Rena avait dit que c'était une bonne idée et que les enfants silencieux étaient les meilleurs. Maverick marqua une pause, peinant à trouver le mot. Des boucs émissaires ? Qu'est-ce qu'un bouc émissaire ? Le sang de Steven se glaça. Tu es sûr que c'est ce qu'ils ont dit ? Presque sûr. Oh, et tante Callie n'arrêtait pas de répéter ma réputation. Maverick se laissa glisser de sa chaise. Je dois aller chercher maman. Elle me cherche. Après le départ de Maverick, Steven s'assit dans la bibliothèque silencieuse avec sa fille, la regardant dessiner. Son crayon glissa sur le papier par traits précis, créant une autre fleur. Celle-ci avait des épines. Adley, quelqu'un t'a-t-il demandé quelque chose de spécial pour le mariage ? Des services ou des courses ? Elle leva les yeux de son dessin. Non. Tante Rena m'a dit de rester à l'écart et de ne rien toucher d'important. Les fragments d'une image se formaient dans l'esprit de Steven, mais il espérait se tromper. Sa femme ne participerait sûrement pas à quelque chose qui pourrait blesser Adley. Callie, malgré tous ses défauts, ne piégerait certainement pas délibérément une enfant de 8 ans. Mais assis dans l'obscurité grandissante, écoutant les bruits des préparatifs pour la grande salle, Steven ne parvenait pas à se défaire du sentiment que le mariage du lendemain serait tout sauf une fête. Le matin du mariage de Callie s'annonçait gris et humide, avec des nuages menaçant de pleuvoir, mais sans jamais vraiment se manifester. Debout dans la grande salle du country club, Steven ajustait sa cravate et observait les derniers préparatifs. Des roses blanches emplissaient chaque recoin, leur parfum intense se mêlant à celui du cirage et à la transpiration nerveuse. Adley était assise sur une chaise au fond, son carnet fermé sur les genoux. Elle portait une robe bleu pâle, sans chichi, mais appropriée pour l'occasion. Steven avait coiffé ses cheveux noirs en une tresse soignée, ajoutant un petit ruban bleu assorti à sa robe. « Tu es magnifique, ma chérie », lui avait-il dit ce matin-là. Elle avait souri, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Dois-je parler à beaucoup de monde aujourd'hui ? Sois juste poli si on t'adresse la parole. Sinon, tu peux rester avec moi. » Alors que les invités entraient dans la grande salle, Steven gardait un œil sur sa fille et un autre sur le chaos contrôlé qui les entourait. Le cortège nuptial de Callie effectua ses derniers préparatifs avec une précision militaire. Chacun connaissait son rôle, son timing, sa cible. Tout le monde sauf Steven, qui se sentait comme un observateur attentif à la performance de quelqu'un d'autre. Steven Rena apparut à ses côtés, légèrement essoufflée. Elle portait une robe bordeaux qui mettait en valeur les couleurs du mariage de sa sœur, son maquillage appliqué avec une précision professionnelle. « Avez-vous vu les chaussures blanches d'Adley ?» Callie avait expressément demandé que tous les enfants portent des chaussures blanches. Steven baissa les yeux sur les Marie-Jeanne noires de sa fille, parfaitement propres et cirées. Elle n'a pas de chaussures blanches.
Enfin, elle en a besoin. Callie le remarquera. Rena, la cérémonie commence dans 20 minutes. Où suis-je censé trouver des chaussures blanches exactement? Sa femme serra les lèvres. Je ne sais pas, mais trouve une solution. Cette journée doit être parfaite. Avant que Steven puisse répondre, un cri retentit dans la suite nuptiale. Toutes les conversations dans le couloir s'arrêtèrent. Le cri retentit de nouveau, suivi du bruit d'un objet lourd heurtant le sol. Plusieurs femmes se précipitèrent vers la suite nuptiale, le visage pâle d'inquiétude. « Oh mon Dieu !» murmura Rena, déjà en mouvement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Steven la suivit vers la suite nuptiale, mais s'arrêta en voyant le visage d'Adley. Elle était complètement immobile, ses petites mains crispées sur son carnet. « Reste là, lui dit-il. Ne bouge pas. » La suite nuptiale était un chaos total. Callie se tenait au centre de la pièce, vêtue de sa robe de mariée, une confection de soie blanche et de dentelle qui avait coûté plus cher que la plupart des voitures. La robe était magnifique, mais Steven vit immédiatement le problème. Une déchirure irrégulière courait de la taille à l'ourlet, exposant la doublure en dessous. Comment est-ce arrivé? La voix de Callie était brisée par l'hystérie. Comment cela a-t-il pu arriver le jour de mon mariage? La couturière s'agenouilla près de la robe, examinant les dégâts. La couture était fragilisée. On aurait dit que quelqu'un avait tiré sur le tissu. Tiré dessus. La voix de Callie s'éleva jusqu'à un cri. Qui tirerait sur ma robe de mariée? Steven observa le visage de sa femme, traversé par plusieurs émotions, surprise, inquiétude et autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à des préparatifs. Callie, calme-toi, dit Ronnie en s'approchant de sa sœur. On va trouver une solution. Trouver une solution. La cérémonie commence dans 15 minutes. Tout le monde est là. Le photographe attend. Le maquillage de Callie, soigneusement appliqué, ruisselait sur son visage. Ma robe est fichue. La couturière s'éclaircit la gorge. Je peux la réparer, mais ça prendra au moins 1 heure. Peut-être 2. 2 heures. Callie scruta la pièce du regard, cherchant un coupable. C'est du sabotage. Quelqu'un a fait exprès. Steven sentit un frisson lui parcourir l'échine lorsque le regard de Callie parcourut la pièce. Il y vit quelque chose de calculateur. « Où sont tous ?» demanda Callie. « Je veux savoir qui était dans cette pièce. Je veux savoir qui a touché ma robe. » Callie, s'il te plaît. L'une des demoiselles d'honneur dit, concentrons-nous sur la réparation. Non. La voix de Callie résonna sur les murs. Quelqu'un va payer pour ça. J'ai travaillé des mois pour que cette journée soit parfaite, et quelqu'un l'a délibérément sabotée. Rena s'avança, la voix soigneusement contrôlée. On devrait vérifier auprès de tous ceux qui avaient accès à la salle. Oui, dit Callie, saisissant l'idée. Oui, exactement. Qui était là? Qui a bien pu faire ça? Steven regarda les deux sœurs échanger un regard bref mais chargé de sens. Son estomac se noua. J'ai vu plusieurs personnes aller et venir, dit prudemment l'un des organisateurs du mariage. Le fleuriste, l'assistant photographe, quelques membres de la famille. Quels membres de la famille? La voix de Callie était sèche. Un autre regard passa entre Rena et Callie. Steven avait l'impression d'assister à une pièce de théâtre dont il ne connaissait pas le scénario. Enfin, dit lentement Rena. Il y avait les enfants qui couraient partout tout à l'heure. Tu sais comment les enfants peuvent être. Ils ne comprennent pas toujours que certaines choses sont interdites. Le sang de Steven se glaça. Que suggères-tu? Je ne suggère rien, répondit Rena, mais son ton indiquait le contraire. Je dis juste que les enfants touchent parfois à des choses qu'ils ne devraient pas. Les larmes de Callie s'arrêtèrent brusquement. Les enfants? Bien sûr. Ils ont couru partout dans le club aujourd'hui. Attends 1 minute, dit Steven d'une voix dure. Tu accuses? Je n'accuse personne pour l'instant, interrompit Callie. Mais je veux parler à tous les enfants maintenant. Les poings de Steven se crispèrent. C'est ridicule. Les enfants ne détruisent pas délibérément les robes de mariée. Tu serais surprise de voir ce que font les enfants quand personne ne regarde, dit Callie d'une voix sous-entendue. Le silence retomba dans la pièce, à l'exception du battement du cœur de Steven. Il regarda sa femme, attendant qu'elle défende Adley,
qu'elle lui fasse remarquer l'absurdité de ce raisonnement. Au lieu de cela, Rena évita son regard. Faisons-les entrer et posons-leur quelques questions, dit-elle doucement. Ce n'est probablement rien. Steven la fixa, incrédule. Rena, tu n'es pas sérieuse. Je veux vraiment savoir ce qui est arrivé à la robe de ma sœur, répondit-elle en croisant enfin son regard. Son regard était froid, distant. Le regard de quelqu'un qui avait déjà pris sa décision. 10 minutes plus tard, Steven se tenait dans le hall principal, regardant sa femme escorter Hadley vers la suite nuptiale. Sa fille semblait confuse et effrayée, serrant son carnet contre sa poitrine. « Papa » lui lança-t-elle. « Que se passe-t-il ?»« C'est bon, ma chérie, » dit-il, même si rien ne semblait aller de travers. Réponds simplement à leurs questions honnêtement. Maverick était déjà dans la suite nuptiale, debout à côté de sa mère. Le petit garçon semblait dépassé par toute l'attention des adultes qui lui étaient accordés. « Maverick » dit Callie en s'agenouillant à sa hauteur. « J'ai besoin que tu réfléchisses bien. As-tu vu quelqu'un près de ma robe aujourd'hui? Quelqu'un la touchant ou jouant avec? » « Je ne sais pas » dit Maverick d'une voix faible. « Je courais beaucoup. » « Réfléchis bien » insista Callie. « C'est très important. » Steven observa depuis l'embrasure de la porte le visage de son neveu se crisper de concentration. Les adultes autour de lui attendaient avec une impatience à peine dissimulée. « J'ai vu Hadley entrer dans une pièce » dit finalement Maverick. « Mais je ne sais pas si c'était cette pièce. » Le cœur de Steven s'arrêta. « Maverick, quand as-tu vu ça » l'interrompit Callie, la voix aiguë d'intérêt. Maverick regarda autour de lui, visiblement mal à l'aise face à toute cette attention. Ce matin, elle portait son carnet. Tous les regards dans la pièce se tournèrent vers Hadley, devenu très pâle. « Hadley » dit Callie d'une voix faussement douce. « Es-tu entré dans ma loge aujourd'hui » La voix d'Hadley était à peine un murmure. « Je cherchais les toilettes. »« Et as-tu touché à quelque chose pendant que tu étais là » dit Hadley en secouant la tête avec insistance. « Je n'ai rien touché. J'ai juste regardé autour de moi et je suis parti. »« Tu es sûr ?» La voix de Callie se durcit. « Parce que quelqu'un a touché ma robe. Quelqu'un a tiré dessus assez fort pour la déchirer. »« Je n'ai pas touché ta robe, » dit Hadley, les larmes aux yeux. « Je te le promets. » Steven s'avança, mais Ronnie se mit sur son chemin. « Laisse Callie gérer ça, » dit-elle doucement. « Tu sais quoi ? Elle interroge une enfant de 8 ans sur quelque chose qu'elle n'a visiblement pas fait. Comment sais-tu qu'elle ne l'a pas fait ? La question de Rena le frappa comme un coup de poing. Steven fixa sa femme, sous le choc. Parce que c'est ma fille et que je la connais. Elle n'endommagerait pas délibérément les biens de quelqu'un. Les enfants font des erreurs, dit Ronnie. Parfois, ils ne le font pas exprès, mais les accidents arrivent. Ce n'était pas un accident, dit Steven, les dents serrées. Tu as entendu la couturière. Quelqu'un tirait délibérément sur le tissu. Dans la suite nuptiale, Callie interrogeait toujours Hadley, sa voix devenant plus forte et plus agressive à chaque dénégation. « Je crois que tu mens » dit finalement Callie. « Je crois que tu es entré ici, que tu as touché ma robe et que tu l'as abîmée. »« Moi non. » Hadley pleura, les larmes aux yeux. « Je n'ai rien touché. »« Alors comment expliques-tu cette déchirure » demanda Callie. « Comment expliques-tu que ma robe était belle avant ton arrivée et qu'elle soit abîmée après ?» Steven bouscula sa femme. « Ça suffit. » Mais avant qu'il puisse atteindre sa fille, Rena s'avança. « Hadley » dit-elle d'une voix autoritaire. « As-tu touché, oui ou non, la robe de Callie ?»« Je ne l'ai pas fait » sanglota Hadley. « Je n'y ai pas touché. »« Promis. »« Arrête de mentir. » hurla Callie. « Tu as gâché mon mariage. » Et avant que Steven puisse réagir, avant que quiconque puisse intervenir, Rena retira sa main et gifla Hadley. Le bruit résonna dans la pièce comme un coup de feu. Hadley recula, sa petite main pressée contre sa joue, les yeux écarquillés par le choc et la douleur. « Pourquoi as-tu fait ça ?» La voix de Rena était dure, impitoyable. « Pourquoi as-tu gâché sa journée ?» La pièce était complètement silencieuse, à l'exception des sanglots discrets d'Hadley. Tous les présents regardaient, choqués, ce qui venait de se passer. Steven sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Il regarda sa femme, la femme qu'il avait épousée, celle à qui il avait fait confiance pour élever sa fille, et vit une inconnue.
Je n'ai rien fait, murmura Adley d'une voix brisée. Je n'ai pas touché à la robe. Tante Callie dit à la dame de dire que c'était l'enfant. La voix était si basse que Steven crut d'abord l'avoir imaginée, mais Maverick reprit la parole, plus fort cette fois. Tante Callie dit à Jolene de dire que c'était l'enfant. Je l'entendis. La pièce explosa. Callie se retourna pour faire face à son neveu. Le visage blême de rage. Que as-tu dit hier, demanda Maverick, sa petite voix assurée malgré le chaos environnant. Tu étais au téléphone avec Jolene. Tu as dit de dire que c'était l'enfant, parce que personne ne la blâmerait. Steven sentit le monde basculer. Il regarda sa femme, Callie, le cercle d'adultes qui venaient de participer à la destruction de l'innocence de sa fille. Sans un mot, il s'approcha d'Adley et s'agenouilla près d'elle. Sa joue était rouge là où Rena l'avait frappé, ses yeux gonflés de larmes. « Viens, ma chérie, dit-il doucement en la prenant dans ses bras. « On s'en va, Steven. »« Attends, lui cria Rena. « Laisse-moi t'expliquer. » Il se tourna vers elle, sa fille serrée contre sa poitrine pour la protéger. Lorsqu'il parla, sa voix était si basse que tout le monde tendit l'oreille. Rien ne pourrait excuser ce qui venait de se passer. Il porta Adley hors de la suite nuptiale, dépassant les invités sous le choc, à travers le hall principal orné de roses blanches et de rubans dorés. Il ne s'arrêta qu'une fois arrivé à sa voiture sur le parking. C'est alors seulement qu'il déposa sa fille et regarda son visage baigné de larmes. « Je suis désolé, dit-il d'une voix rauque d'émotion. Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir protégé. » Adley lui jeta les bras autour du cou et la serra fort. « Je n'ai pas touché à ta robe, papa. Je te le promets. »« Je sais, ma chérie, murmura-t-il dans ses cheveux. Je sais que tu ne l'as pas fait. » Alors qu'il quittait le country club, Steven prit une décision qui allait tout changer. Il en avait assez d'être compréhensif, de chercher des excuses, de faire passer la famille de sa femme avant le bien-être de sa fille. Le mariage parfait était terminé avant même d'avoir commencé. Mais pour Steven et Adley, quelque chose d'autre ne faisait que commencer. Steven se tenait dans son bureau à 3 heures du matin, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur portable. Les mots « Loi sur le divorce dans le Kentucky » brillaient dans la barre de recherche, suivis de dizaines d'onglets ouverts sur la garde des enfants, les biens matrimoniaux et les motifs de dissolution du mariage. Adley s'était enfin endormi dans sa chambre au bout du couloir. Il lui avait fallu 2 heures assises près de son lit, à lire des histoires et à répondre à ses questions discrètes sur les raisons pour lesquelles tante Rena l'avait frappé, pourquoi tante Callie lui avait crié dessus, pourquoi les adultes étaient parfois méchants avec les enfants. Steven n'avait eu aucune réponse satisfaisante à tout cela. La porte d'entrée s'ouvrit en bas, suivie du bruit des talons de Rena sur le parquet. Elle était restée au country club pour aider à sauver ce qui restait du mariage de Callie. La cérémonie avait finalement eu lieu avec 2 heures de retard, Callie portant une robe de rechange modifiée à la hâte. Steven l'avait appris par un SMS envoyé par une amie de Rena, accompagné de plusieurs photos de la magnifique cérémonie. Il ferma l'ordinateur portable et descendit rejoindre sa femme. Rena se tenait dans la cuisine, toujours vêtue de sa robe bordeaux, le maquillage maculé par l'épuisement et le stress. Elle leva les yeux lorsque Steven entra, l'air à mi-chemin entre défi et excuse. « Comment va Adley » demanda-t-elle. « Comment la crois-tu » Steven garda sa voix basse. « Tu l'as giflée devant 20 personnes et tu l'as accusée d'avoir menti sur quelque chose qu'elle n'avait pas fait. »« Steven, j'essayais de te protéger. »« Non » hurla-t-il en levant la main. « Ne dis pas que tu essayais de protéger qui que ce soit. Tu as jeté ma fille sous un bus pour sauver la réputation de ta sœur. » Le visage de Rena se décomposa. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Callie était tellement bouleversée, tout le monde la fixait et j'ai paniqué. Tu as paniqué. Steven répéta les mots lentement, comme pour en mesurer le poids. Tu as paniqué. Alors tu as décidé de blâmer une enfant de 8 ans pour quelque chose qu'elle n'avait visiblement pas fait. J'ai pensé qu'elle l'avait peut-être touchée par accident. Même si c'était le cas, ce qui n'était pas le cas, ça te donnait le droit de la frapper. Rena se plaqua les mains sur le visage. Je sais que c'était mal. Je sais que j'ai fait une terrible erreur. Mais Steven, tu dois comprendre. Comprendre quoi? Que le mariage de ta sœur était plus important que le bien-être de ma fille. Que protéger l'image de Callie valait la peine de détruire la confiance d'Adley. Ce n'est pas juste. Juste? Steven rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour.
Tu veux parler de juste? Laisse-moi te raconter ce que Maverick m'a dit dans la voiture, sur le chemin du retour. Rena resta figée. Il avait entendu plus de cette conversation qu'il n'en avait laissé paraître dans la suite nuptiale. Il avait entendu Cally et une certaine Jolene projeter de blâmer Adlai si quelqu'un posait des questions sur les dégâts causés à la robe. Il t'avait entendu convenir que c'était un bon plan, car les enfants discrets font les meilleurs boucs émissaires. Le visage de Rena perdit toute couleur. Steven, je n'ai jamais dit, arrête de mentir. Sa voix transperça sa protestation comme une lame de rasoir. J'en ai fini avec les mensonges. J'en ai fini de prétendre que ce qui s'est passé aujourd'hui était un malentendu ou une erreur sur le coup de l'instant. Il sortit un dossier en papier craft du comptoir de la cuisine et le posa devant elle. Ce sont les papiers du divorce. Je demande la dissolution du mariage et la garde exclusive d'Adlai. Rena fixa le dossier comme s'il s'agissait d'un serpent. Steven, s'il te plaît. On peut surmonter ça. On peut aller voir un thérapeute. On peut. On ne peut pas surmonter ça. La voix de Steven était froide. Définitive. Tu as préféré ta sœur à ma fille. Tu as participé à un plan pour la piéger pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Et quand elle a dit la vérité, tu l'as frappée. J'ai fait une erreur. Non, Rena. Une erreur, c'est oublier d'aller chercher du lait au magasin. Une erreur, c'est prendre 2 rendez-vous. Ce que tu as fait aujourd'hui était un choix. Tu as choisi de protéger la réputation de Cally au détriment d'une enfant innocente. Les mains de Rena tremblaient lorsqu'elle ouvrit le dossier et parcourut les papiers à l'intérieur. Steven, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Nous avons une vie commune. Nous avons vécu ensemble jusqu'à ce que tu décides que la vie valait moins que le statut social de ta sœur. La cuisine se tut, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du bruit lointain de la circulation à l'extérieur. Rena fixait les papiers du divorce tandis que Steven observait son visage alterner entre le choc, la colère et le désespoir. Et tout ce que nous avons construit ensemble, demanda-t-elle finalement. Cette maison, nos projets, notre avenir. Et l'avenir d'Adlai? Et le fait qu'elle soit terrifiée à l'idée d'être dans la même pièce que toi maintenant? Et le fait qu'elle m'ait demandé ce soir si elle était une mauvaise personne parce que les adultes n'arrêtent pas de la blâmer pour des choses qu'elle n'a pas faites? Cela brisa quelque chose dans le sang-froid de Rena. Elle se mit à pleurer, non pas les larmes prudentes qu'elle avait versées au mariage, mais de profonds et horribles sanglots qui la secouaient de tout son corps. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal, dit-elle entre 2 halètements. Je l'aime, Steven. C'est comme ma propre fille. Non, dit doucement Steven. Si elle avait été comme ta propre fille, tu l'aurais protégée. Tu l'aurais défendue. Tu aurais fait passer sa sécurité et son bien-être avant tout. Il prit ses clés sur le comptoir. J'emmène Adlai chez mon frère pour le week-end. Quand on reviendra dimanche, je veux que tu partes. Parti. Steven, c'est aussi ma maison. C'est la maison d'Adlai, et elle ne devrait pas avoir à vivre avec quelqu'un qui lui ferait du mal pour protéger ses propres intérêts. Il s'arrêta à la porte de la cuisine. Les papiers te donnent 30 jours pour trouver un autre logement. Après cela, si tu es toujours là, je te ferai expulser. Tu ne peux pas faire ça. Rena l'interpella. Tu ne peux pas gâcher notre mariage à cause d'une seule erreur. Steven s'arrêta sans se retourner. Regarde-moi. 3 semaines plus tard, Steven était assis en face de James C., le détective privé qu'il avait engagé pour enquêter sur l'incident du mariage. Corey était un ancien policier. Un détective avec 20 ans d'expérience dans les affaires de fraude. Exactement le genre de professionnel méthodique et minutieux dont Steven avait besoin. Dites-moi ce que vous avez trouvé, dit Steven en faisant glisser une tasse de café sur la table du petit café où ils se réunissaient. Corey ouvrit un épais dossier. Votre instinct était bon. Ce n'était pas une accusation spontanée. C'était un coup monté. Steven ressentit une satisfaction sombre. Il s'en doutait, mais la confirmation par un enquêteur professionnel le confirma. Expliquez-moi tout. D'abord, les dégâts sur la robe. Corey sortit une série de photos. J'ai parlé à Maria Santos, la couturière qui a travaillé sur la robe. Elle fait des retouches de mariage depuis 15 ans, et elle a été très claire sur la nature de la déchirure. Steven étudia les photos. La déchirure irrégulière dans la soie semblait délibérée, violente.
Selon Santos, ce genre de dommage n'arrive pas par accident. Quelqu'un aurait dû saisir le tissu et tirer assez fort pour déchirer plusieurs couches de soie et de doublure. Un enfant aurait-il pu le faire physiquement? Peut-être s'ils avaient vraiment? J'ai essayé. Mais Santos a dit quelque chose d'intéressant. La déchirure était exactement à la bonne hauteur pour qu'une femme adulte l'ait provoquée. Si les yeux d'Adley, enfant, avaient tiré sur la robe, les dégâts auraient été moindres. Cory a tourné la page. Et puis il y a la chronologie. J'ai parlé à plusieurs personnes présentes au country club ce matin-là. D'après le fleuriste, Callie a découvert les dégâts vers 8 heures, 1 heure avant même l'arrivée d'Adley. Steven a serré les dents, elle a donc compris que la robe était abîmée avant même d'accuser ma fille. Ça empire. J'ai retrouvé Jolene Morrison. C'est l'assistante de l'organisatrice du mariage. Il a fallu la convaincre, mais elle a finalement admis que Callie l'avait appelée la veille du mariage. De quoi ont-ils discuté? De la stratégie de limitation des dégâts. Apparemment, Callie craignait que quelqu'un remarque que la robe avait été retouchée, elle l'avait fait reprendre considérablement car elle avait perdu du poids avant le mariage. La couturière l'avait prévenu que les retouches pourraient fragiliser certaines coutures. Steven a senti ça, la colère montait, soigneusement maîtrisée, mais brûlante, si bien qu'elle savait que la robe risquait de se déchirer. Plus encore, selon Morrison, Callie était paranoïaque à l'idée de paraître ridicule en cas de problème. Elle a demandé à Morrison ce qu'il devrait faire si la robe était endommagée pendant la cérémonie. Et Morrison a suggéré de blâmer Adley. Non, c'était tout Callie. Morrison dit que Callie a spécifiquement mentionné la petite fille silencieuse et que personne ne remettrait en question sa décision s'il disait qu'elle avait touché des choses qu'elle n'aurait pas dû toucher. Cory a sorti une transcription. J'ai enregistré ma conversation avec Morrison. Elle était réticente au début, mais lorsque je lui ai expliqué qu'une enfant de 8 ans avait été agressée physiquement sur la base de fausses accusations, elle est devenue plus coopérative. Steven a lu la transcription, son dégoût grandissant à chaque ligne. La conversation a révélé un niveau de calcul et de cruauté bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Il y a plus, a poursuivi Corey. J'ai examiné les finances de Callie. Elle est lourdement endettée, avec des cartes de crédit, des prêts personnels et même de l'argent emprunté à des amis. Le mariage a coûté plus de 40 000 $. De l'argent qu'elle n'avait pas. Quel rapport avec Adley? L'assurance. Callie a souscrit une assurance événement qui aurait couvert le mariage en cas d'annulation pour cause de malveillance. Si elle avait pu prouver que quelqu'un avait délibérément saboté sa robe, elle aurait pu porter plainte. Steven fixa l'enquêteur. Êtes-vous en train de dire qu'elle a délibérément endommagé sa propre robe? Je ne peux pas le prouver, mais les preuves suggèrent qu'elle cherchait un coupable, quoi qu'il arrive. Votre fille était juste opportuniste. Cory a classé le dossier. Il y a autre chose que vous devriez savoir. J'ai parlé à plusieurs autres membres de la famille présents au mariage. Apparemment, ce n'est pas la première fois que Callie accuse quelqu'un à tort pour éviter d'assumer ses propres problèmes. Que voulez-vous dire? Il y a 2 ans, elle a accusé le fils adolescent d'un voisin d'avoir volé sa voiture. Il s'est avéré qu'elle avait reculé dans un poteau en béton dans un parking et qu'elle était trop gênée pour l'admettre. L'année dernière, elle a affirmé que quelqu'un avait piraté ses comptes sur les réseaux sociaux et publié des photos embarrassantes. L'enquête a révélé qu'elle les avait publiées elle-même, ivre, puis avait paniqué lorsque son employeur les avait vues. Steven a assimilé cette information et l'a classée avec tout ce qu'il avait appris sur la famille de sa femme ces dernières semaines. Qu'en est-il de l'implication de Rena? C'est plus difficile à prouver, mais j'ai suffisamment de témoignages pour montrer qu'elle était au courant du plan de Callie avant le mariage. Plusieurs personnes les ont entendues discuter de stratégies pour limiter les dégâts la veille. Cory s'est penché en avant. Monsieur Linux. Je fais ça depuis longtemps et j'ai vu beaucoup de gens blâmer les enfants pour les problèmes des adultes, mais cette affaire est particulièrement troublante en raison du niveau de permédiation impliqué. Steven a hoché la tête. Que me conseillez-vous? Documentez tout. Conservez toutes les preuves que j'ai rassemblées. Et si j'étais vous, j'envisagerais sérieusement d'engager des poursuites judiciaires. Pas seulement le divorce, mais des poursuites civiles pour diffamation et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle contre Callie, contre deux. Votre femme avait participé volontairement à ce complot, et c'est elle qui a frappé votre fille. Steven a payé les services de l'enquêteur et est rentré chez lui avec un épais dossier de preuves. La maison semblait différente sans la présence de Rena. Plus calme,
mais aussi plus paisible. Adlai semblait mieux dormir, manger davantage, passer moins de temps à regarder par-dessus son épaule comme si elle attendait la prochaine accusation. Ce soir-là, il a trouvé sa fille dans sa chambre en train de dessiner un nouveau dessin. Celui-ci représentait une maison avec de la fumée sortant de la cheminée et des fleurs dans le jardin. Une petite fille et un homme grand se tenaient devant la maison, tous deux souriants. « C'est un joli dessin », a dit Steven, assis au bord de son lit. « C'est notre nouvelle maison », a dit Adlai sans lever les yeux. « Celle où personne ne crie. » La gorge de Steven se serra. « Aimes-tu notre maison maintenant ? Elle est mieux sans t'entraîna. » Elle me regardait toujours comme si j'allais casser quelque chose. De la bouche des enfants. Steven réalisa qu'Adlai avait décrypté les adultes autour d'elle bien plus précisément qu'il ne le pensait. « Adlai, je veux que tu saches que ce qui s'est passé au mariage n'était pas ta faute. Rien de tout cela. » Elle leva les yeux de son dessin. « Je sais, papa. Les mauvaises personnes blâment parfois les bonnes personnes quand elles ont des ennuis. Où as-tu appris ça ? De toi. Tu me l'as dit quand Tommy Peterson a dit, je l'ai poussé du haut des cages à oiseaux l'année dernière, même si tu l'as vu tomber tout seul. » Steven sourit. Sa fille était plus forte et plus sage qu'il ne l'avait imaginé. Mais cela ne signifiait pas qu'il allait laisser les personnes qui lui avaient fait du mal s'en tirer. Le lendemain matin, il appela son avocat. Le rendez-vous avec son avocat, David Walsh, était prévu pour 10 heures un jeudi matin. Steven arriva tôt, avec 2 dossiers, l'un contenant les papiers du divorce et les documents de garde, l'autre les conclusions du détective privé. Walsh était un spécialiste du droit de la famille que Steven connaissait vaguement grâce à ses relations d'affaires. Il était connu pour son approche méthodique et sa volonté de prendre en charge les dossiers difficiles. « Steven », dit Walsh en lui serrant la main. « J'ai examiné les documents préliminaires que vous m'avez envoyés. C'est une situation difficile. » Ils s'installèrent dans le bureau de Walsh, un espace rempli de livres de droit et de photos de famille. Walsh ouvrit son propre dossier et examina les notes qu'il avait prises. « Commençons par la question de la garde. D'après ce que vous m'avez dit et les preuves que vous avez recueillies, je ne pense pas qu'il y aura de difficulté à obtenir la garde exclusive d'Adlai. L'incident du mariage, combiné aux conclusions de l'enquêteur concernant la préméditation, crée un schéma clair de violence psychologique. Qu'en est-il du divorce lui-même ? Le Kentucky est un État où le divorce est sans faute, nous n'avons donc pas besoin de prouver une faute pour dissoudre le mariage. Cependant, les preuves du comportement de votre femme pourraient avoir un impact sur le règlement de la propriété. » Walsh parcourut le rapport de l'enquêteur. Il est très complet. Avez-vous envisagé de porter plainte contre Rena ou Cali au pénal ? Les deux. L'agression sur mineur est une accusation grave et il existe de solides arguments pour complot en vue de commettre une fraude si Cali prévoyait de déposer une réclamation à l'assurance. Steven y réfléchit. L'idée d'envoyer sa femme en prison ne lui procurait aucune satisfaction, mais la pensée des joues rouges et du visage baigné de larmes d'Adlai le fortifia. Qu'est-ce que cela impliquerait ? Je recommanderais de commencer par le volet civil, diffamation, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, peut-être complot. Si nous pouvons constituer un dossier civil solide, les accusations criminelles suivent souvent naturellement. Ils passèrent l'heure suivante à examiner les preuves, les organisant en un récit cohérent démontrant clairement le caractère délibéré de ce qui était arrivé à Adlai. Il y a une dernière chose que je recommanderais, dit Walsh en concluant la réunion. Avez-vous envisagé de rendre cela public ? Steven fronça les sourcils. Un pub. L'histoire contient tous les éléments que les médias locaux adorent. Une famille riche. Un mariage raté, de fausses accusations contre une enfant. Si nous maîtrisons le récit dès le début, cela empêchera Cali et Rena de présenter cela comme un malentendu. Je ne veux pas que le nom d'Adlai soit dans les journaux. Nous pouvons protéger son identité tout en diffusant l'histoire. Croyez-moi, dès que les gens entendront parler d'adultes complotant pour piéger une enfant de 8 ans pour fraude à l'assurance, l'opinion publique sera de votre côté. Steven y réfléchit. L'idée de révéler son drame familial privé lui semblait déplacée. Mais il se souvint avoir demandé si Adlai était une mauvaise personne. Il était peut-être temps que les vrais méchants de cette histoire subissent leurs conséquences. Connaissez-vous des journalistes qui pourraient être intéressés ? Il se trouve que oui. 2 jours plus tard, Steven se retrouvait assis dans un café en face de Corin Derry, journaliste d'investigation au Louisville Courrier-Journal. Derry avait la quarantaine,
les cheveux grisonnants et le regard perçant qui suggérait qu'elle n'avait rien manqué. David Walsh dit, « Vous, j'ai une histoire intéressante à me raconter », dit-elle en sortant un enregistreur numérique. Steven avait répété cette conversation dans sa tête, mais le fait d'être assis en face d'un journaliste lui donnait une impression de réalité plus réelle que celle des avocats et des enquêteurs. Il y a 3 semaines, ma fille de 8 ans a été faussement accusée d'avoir endommagé une robe de mariée au mariage de ma belle-sœur. Ma femme l'a giflée devant 20 personnes lorsqu'elle a nié l'accusation. Derry a haussé un sourcil. C'est vraiment dramatique. Quelle preuve avez-vous que l'accusation était fausse? Steven a ouvert son dossier et a commencé à parcourir la chronologie, les conclusions de l'enquêteur, les déclarations des témoins. Derry a écouté attentivement, a pris des notes et a posé des questions pertinentes. Vous alléguez donc que Cally Keller a délibérément planifié de blâmer votre fille pour les dommages qu'elle savait susceptibles d'être causés à sa robe de mariée. Les preuves suggèrent fortement que oui, et votre femme a participé à ce plan. Selon plusieurs témoins, elle en était consciente à l'avance et a activement participé à sa mise en œuvre. Derry a examiné ses notes. C'est une accusation sérieuse. Avez-vous donné à Cally ou Rena l'occasion de répondre? Leurs excuses ne m'intéressent pas. Je veux m'assurer que cela n'arrive pas à un autre enfant. Quel résultat recherchez-vous? Steven a réfléchi à cette question pendant des semaines. Je veux que les gens comprennent que les actes ont des conséquences. On ne peut pas détruire l'innocence d'un enfant pour protéger sa propre réputation et espérer s'en tirer impunément. Réclamez-vous des dommages et intérêts? Je demande justice pour ma fille. Derry a passé 1 heure de plus à poser des questions, à vérifier les détails et à examiner les preuves fournies par Steven. Finalement, elle a éteint son enregistreur. C'est une histoire convaincante, a-t-elle dit. Je vais devoir faire des vérifications indépendantes, parler moi-même à certains témoins, mais si tout est vérifié, je pense que nous pouvons diffuser cette information. Quand? Édition de dimanche prochain, première page de la rubrique. Agriculture. 3 jours plus tard, Steven prenait son petit déjeuner avec Hadley lorsque son téléphone s'est mis à sonner. Le premier appel venait de Walsh, le deuxième de son frère, le troisième d'un numéro qu'il ne connaissait pas. « Papa, ton téléphone est vraiment bruyant », dit Hadley en levant les yeux de ses céréales. Steven coupa la sonnerie et ouvrit son ordinateur portable. Le site web du Carré Journal titrait haut et fort, « Tromperie le jour du mariage ». Une famille locale accusée d'avoir piégé un enfant pour fraude à l'assurance. L'article était complet et accablant. Derry avait fait ses devoirs, interrogé plusieurs témoins, vérifié les conclusions de l'enquêteur et même parlé à la couturière qui avait confectionné la robe. L'histoire dressait un tableau clair de tromperie calculée et de cruauté adulte envers un enfant. Plus important encore, elle avait protégé l'identité d'Hadley tout en communiquant les faits essentiels. Elle avait dissipé le buzz du téléphone de Steven avec un SMS d'un numéro qu'il ne connaissait pas. J'ai vu l'article. Cally a gâché la fête des 16 ans de ma fille il y a 3 ans avec des mensonges similaires. Contente que quelqu'un l'ait enfin dénoncé. Jennifer monsieur d'autres messages ont suivi tout au long de la journée. D'autres parents ont raconté le comportement de Cally. D'anciens amis décrivaient sa tendance à rejeter la faute sur les autres. Certains invités au mariage s'indignaient même de ce qu'ils avaient vu le soir même. Steven réalisa que l'histoire avait touché une corde sensible dans la communauté. Les parents étaient particulièrement sensibles à l'idée que des adultes complotent pour piéger un enfant, et beaucoup partageaient leurs propres expériences de situations similaires. Mais la réaction la plus importante vint d'Hadley elle-même ce soir-là, alors que Steven l'abordait. « Papa, la mère de Tommy Peterson a appelé aujourd'hui. Elle a dit qu'elle avait lu ce qui m'était arrivé et qu'elle voulait te dire qu'elle était désolée. » « Désolée pourquoi? » Elle a toujours su que Tommy mentait sur le fait que je l'avais poussé du haut des cages à oiseaux. Elle a dit qu'elle aurait dû me défendre à l'époque et qu'elle était fière que tu me défendes maintenant. Steven sentit une pression dans sa poitrine, qu'il n'avait même pas perçue. « Qu'est-ce que tu ressens? » Comme si certains adultes essayaient de protéger les enfants après tout, cette nuit-là, après qu'Hadley se soit endormi. Steven était assis dans son bureau, lisant les dizaines de mails et de messages qu'il avait reçus. De nombreux inconnus soutenaient sa décision de se défendre contre les fausses accusations, mais celle qui comptait le plus venait de son frère. « Fier de toi d'avoir protégé Hadley. Papa et maman le seraient aussi. » Steven ferma son ordinateur portable et regarda par la fenêtre la rue tranquille au loin. Demain apporterait de nouveaux défis. La procédure de divorce, l'audience pour la garde des enfants, probablement plus d'attention médiatique.
Mais ce soir, pour la première fois depuis des semaines, il avait le sentiment d'avoir bien fait. La justice, il s'avéra, ressemblait parfois beaucoup à la vérité, simplement dite 6 mois après le désastre du mariage. Steven se tenait sur le seuil de leur nouvelle maison, une modeste maison à 2 étages dans un quartier calme à environ 20 minutes de son ancienne vie. La maison était plus petite que celle qu'il partageait avec Rena, mais elle semblait plus grande, plus légère. Adley courut à travers les pièces vides, ses pas résonnant sur le parquet tandis qu'elle explorait son nouvel espace. Elle avait choisi elle-même la maison parmi les 3 options que Steven lui avait présentées, la choisissant pour sa grande fenêtre dans ce qui serait sa chambre et son petit jardin où elle pourrait planter des fleurs. « Papa, on peut prendre un chien » appela-t-elle d'en haut. « On verra bien » répondit Steven. Il avait pourtant déjà fait des recherches sur les refuges pour animaux du coin. Adley avait déjà traversé suffisamment de traumatismes. Si elle voulait un chien, elle en prendrait un. Les 6 derniers mois avaient été un tourbillon de procédures judiciaires, d'attention médiatique et de reconstruction. Le divorce avait été prononcé 2 semaines plus tôt, Steven obtenant la garde exclusive d'Adley et conservant la plupart des biens du couple. Rena avait initialement contesté la garde, mais face à la montagne de preuves contre elle, elle avait finalement accepté de ne superviser que les droits de visite. Le procès civil contre Rena et Callie était toujours en cours, mais leurs avocats avaient déjà pris contact pour discuter d'un accord à l'amiable. Steven n'était pas particulièrement intéressé par l'argent, mais il voulait la reconnaissance officielle de leur faute. L'article de journal avait suscité un enthousiasme considérable. Les comptes de Callie sur les réseaux sociaux ont été inondés de commentaires indignés et plusieurs de ses clients professionnels ont résilié leur contrat avec son agence d'organisation d'événements. Nolan, son nouveau mari, avait déposé une demande d'annulation dans les 2 semaines suivant la publication de l'article, affirmant avoir été trompé sur la personnalité de sa femme. Rena avait été contrainte de démissionner de son poste dans l'agence de marketing où elle travaillait après que plusieurs clients ont exprimé des inquiétudes quant à son jugement et à sa personnalité. Elle vivait désormais dans un petit appartement à l'autre bout de la ville et travaillait comme consultante indépendante. Steven n'éprouvait aucune satisfaction à leur humiliation publique. Il n'avait jamais cherché à détruire leur vie. Il voulait simplement que justice soit faite pour sa fille, mais il ne regrettait pas les conséquences qu'elles encouraient. Chaque acte avait des répercussions, et il était temps qu'ils en tirent la leçon. « Papa, viens voir ma chambre. » La voix d'Adley résonna dans l'escalier. Steven monta au 2e étage et trouva sa fille debout au milieu de la grande chambre, les bras écartés, tournant sur elle-même. « C'est parfait, » annonça-t-elle. « La fenêtre donne sur le jardin, et il y a assez de place pour mon bureau, ma bibliothèque et peut-être un fauteuil de lecture. »« C'est une belle pièce, » acquiesça Steven. « Êtes-vous satisfait de notre nouvelle maison ? » ?»« Je l'adore, » dit Adley fermement. « On s'y sent en sécurité. » Ce mot, sécurité, était souvent revenu dans leurs conversations ces derniers mois. Le docteur Patricia Fielding, la psychologue pour enfants que Steven avait emmené Adley, lui avait expliqué que les enfants trahis par des adultes de confiance ont souvent du mal à se sentir en sécurité dans leur environnement. Les séances de thérapie leur ont été bénéfiques à tous les deux. Le docteur Fielding avait donné à Steven des outils pour parler à Adley de ce qui s'était passé sans la traumatiser davantage, et elle avait aidé Adley à gérer ses sentiments envers les adultes qui l'avaient blessé. On fait parfois des bêtises sous l'effet de la peur ou de la colère. Le docteur Fielding avait expliqué à Adley lors d'une de leurs séances, mais cela ne signifie pas que c'est acceptable, et cela ne signifie pas que c'était de votre faute. Adley avait écouté attentivement, posé des questions pertinentes et avait progressivement recommencé à dormir toute la nuit. Elle était plus prudente avec les nouveaux adultes maintenant, mais elle n'était ni renfermée ni craintive. Au contraire, cette expérience l'avait rendue plus confiante en son propre jugement. « Je sais quand les adultes mentent maintenant », avait-elle récemment confié à Steven. Ils ont l'air de penser à autre chose. Steven avait été à la fois fier et bouleversé par cette observation. Aucun enfant de 8 ans ne devrait avoir à développer ce genre de compétences de survie, mais il était content qu'elle les ait. Maintenant, debout dans leur nouvelle maison, regardant sa fille aménager sa chambre avec une énergie enthousiaste qu'elle n'avait pas montrée depuis des mois, Steven ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort de sa première femme. De l'espoir. « Papa. » La voix d'Adley interrompit ses pensées. « On peut inviter oncle Mike et tante Suzanne à dîner quand on recevra nos meubles ? » ?»« Bien sûr. » »« Et tante Rena ? » La question prit Steven au dépourvu, même s'il réalisa qu'il aurait dû s'y attendre.
Hadley était encore en train de gérer les émotions complexes liées à la perte de quelqu'un qui avait fait partie de son quotidien pendant 3 ans, et même de quelqu'un qui l'avait finalement blessé. « Tu veux l'inviter » demanda prudemment Steven. Hadley réfléchit sérieusement, assise en tailleur par terre, les sourcils froncés, concentrée. « Je ne pense pas. Elle m'a fait me sentir mal. Et le docteur Fielding dit que je n'ai pas à passer du temps avec des gens qui me font du mal. C'est vrai. Pas toi. Mais peut-être qu'un jour, quand je serai plus grand, j'aurai envie de la revoir, juste pour voir si elle a appris à être plus gentille. » Steven s'agenouilla près de sa fille. « Ce sera à toi de décider quand tu seras prête. Personne ne te mettra la pression. » « Bien, » dit Hadley, satisfaite de cet arrangement. « On peut commander une pizza pour le dîner ? Je veux manger dans notre nouvelle maison. » Ils mangèrent la pizza assis par terre dans leur salon vide, avec des assiettes en carton et des gobelets en plastique, pendant qu'ils planifiaient l'emplacement de leurs meubles. Hadley dessina des images de la façon dont elle voulait aménager une pièce, avec des étiquettes pour chaque meuble. « J'aimerais inviter un élève de l'école à venir voir la maison quand on aura emménagé, dit-elle entre 2 bouchées de pizza. Ça a l'air d'être une excellente idée. Je vais leur raconter ce qui s'est passé au mariage, ajouta-t-elle d'un ton neutre. Steven marqua une pause au milieu de sa bouchée. Oh, pas tout. Juste que des adultes ont menti à mon sujet, mais tu m'as cru et protégé. Le docteur Fielding dit qu'il est bon de parler de ce qui nous est arrivé, mais ça ne fait plus peur. Qu'est-ce que ça fait quand on pense à ce qui s'est passé ? Hadley réfléchit attentivement. Triste, mais pas effrayé. Je suis triste que tante Rena et tante Callie aient choisi d'être méchantes plutôt que gentilles. Mais je n'ai pas peur, car je sais que tu me croiras toujours et que tu me protégeras. Cette confiance si généreuse, malgré tout ce qu'elle avait traversé, a humilié Steven plus que n'importe quelle victoire au tribunal. Plus tard dans la soirée, alors qu'Hadley dormait dans son sac de couchage dans sa nouvelle chambre, Steven s'est assis sur le porche arrière de leur nouvelle maison et a appelé son frère. « Comment est le nouvel endroit ?» a demandé Mike. « Bien. Différent. Hadley l'adore. Et comment vas-tu ? » Steven réfléchit à la question. Mieux vaut être fatigué, mais mieux. On a l'impression d'avancer enfin au lieu de juste survivre. Je suis fier de toi, tu sais, de t'être battu pour elle comme tu l'as fait. J'aurais dû me battre plus tôt. J'aurais dû voir ce qui se passait. Steven, tu ne peux pas te reprocher d'avoir fait confiance à ta femme. C'est ça, le mariage, la confiance. Ouais, eh bien, je ne referai pas cette erreur. Ne laisse pas ce qui s'est passé te rendre cynique, prévint Mike. Il y a des gens bien. Ne te ferme pas à cette possibilité. Steven n'était pas prêt à envisager une relation amoureuse ou un remariage, mais il appréciait l'inquiétude de son frère. Il se concentrait entièrement sur la reconstruction de sa vie avec Hadley et sur le fait qu'elle grandisse en se sentant en sécurité et valorisée. On verra bien, dit-il. Pour l'instant, je me concentre juste sur le fait d'être le père qu'elle mérite. Tu le es déjà. 3 semaines après avoir emménagé dans leur nouvelle maison, Steven travaillait dans son bureau à domicile lorsque la sonnette retentit. Hadley était à l'école et n'attendait aucune livraison. Il s'approcha donc de la porte avec prudence. Par le Judas, il aperçut Ronnie debout sur son porche. Elle paraissait différente, plus mince, plus âgée. Ses cheveux, habituellement impeccables, étaient tirés en arrière en une simple queue de cheval. Elle portait un jean et un pull uni au lieu de ses tenues habituelles soigneusement coordonnées. Steven ouvrit la porte mais ne l'invita pas à entrer. « Bonjour, Rena. » Steven. Sa voix était basse, incertaine. « J'espérais qu'on pourrait parler de nous deux. De ce qui s'est passé ? De trouver un moyen d'aller de l'avant. » Steven regarda son ex-femme, la femme qu'il avait aimée autrefois, celle en qui il avait eu confiance pour élever sa fille, et ne ressentit que de l'épuisement. « Il n'y a plus de nous, Rena. Impossible d'avancer. Tu t'en es assuré. Je sais que j'ai fait des erreurs. » Des erreurs ? La voix de Steven s'aiguisa. Tu as participé à un complot visant à faire accuser ma fille de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Tu l'as giflée quand elle a dit la vérité. Tu as préféré la réputation de ta sœur à la sienne. Le bien-être d'une enfant innocente. Ce n'était pas des erreurs, c'était des choix. Les yeux de Rena se remplirent de larmes, mais Steven ne ressentait aucune compassion pour sa détresse. J'étais tellement sous pression, dit-elle.
Cali était en pleine dépression. Tout le monde la fixait. J'ai juste perdu la tête. Tu as perdu bien plus que ça. Tu as perdu ton sens moral. Tu as perdu toute prétention à être une figure maternelle pour Hadley. Et tu m'as perdu, Steven. S'il te plaît. Je suis une thérapie. J'apprends pourquoi j'ai fait ces choix. Comment devenir meilleur. Tant mieux pour toi, mais ça ne change rien à ce que tu as fait, et ça ne te donne pas droit au pardon. Steven s'apprêtait à fermer la porte, mais Rena posa la main dessus pour l'en empêcher. Et Hadley? Ne mérite-je pas une chance de me réconcilier avec elle? Tu as eu une chance de te réconcilier avec elle. C'était dans cette suite nuptiale, quand tu aurais pu la défendre au lieu de participer à son humiliation. Je protégeais ma famille. Non, interrompit Steven d'une voix d'un calme mortel. Tu me protégeais. Votre statut social. Votre famille était là, accusée de quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Et vous l'avez jetée sous un bus pour sauver la face. Rena a reculé comme s'il l'avait giflé. Ce n'est pas juste. Juste. Laissez-moi vous dire ce qui est injuste. Une fillette de 8 ans qui me demande si elle est une mauvaise personne parce que l'adulte dans sa vie n'arrête pas de la blâmer pour des choses qu'elle n'a pas faites. Une enfant qui fait des cauchemars où elle est frappée pour avoir dit la vérité. Une fille qui a dû apprendre à ne pas faire confiance à la femme qu'elle appelait maman pendant 3 ans. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal, mais vous l'avez fait. L'intention n'a pas d'importance quand le résultat est un enfant traumatisé. Ils sont restés silencieux un moment, la distance entre semblant être un gouffre. Alors c'est fini, a finalement demandé Rena. 3 ans de mariage, et vous allez tout gâcher? Je n'ai rien gâché. Vous l'avez fait. Le moment où vous avez décidé que le mariage de Cali était plus important que le bien-être d'Hadley. J'ai tout perdu. Steven. Mon travail, mes amis, ma réputation. Et qui est la faute? Les larmes de Rena se sont transformées en colère. Vous avez détruit ma vie. Vous auriez pu gérer cela en privé, mais à la place, vous êtes allé aux médias et m'avez humilié publiquement. Steven sentit sa propre colère se lever, soigneusement contrôlée, mais brûlant. Je suis allé dans les médias parce que je voulais que les gens comprennent qu'il y a des conséquences pour détruire l'innocence d'un enfant. Vous êtes humilié. Bon. Peut-être que la prochaine fois, vous réfléchirez à 2 fois avant de participer à la cruauté envers les enfants. Vous êtes impitoyable. Vous avez froid et calcularé et vous ne m'aimez jamais vraiment. Pas. La voix de Steven a traversé ses accusations comme une lame. N'osez pas essayer de réécrire l'histoire pour vous faire une victime ici. Je t'aimais assez pour te faire confiance avec le bien-être de ma fille. Je t'aimais assez pour croire que tu la protégerais comme je le ferais. Et vous avez trahi cet amour de la manière la plus fondamentale possible. Steven, non. Nous avons fini ici. Ne reviens plus chez moi. Ne contactez pas Hadley. La cour l'ordre vous donne des droits de visite supervisés, mais seulement si elle veut vous voir. Et elle ne le fait pas. C'est un enfant. Elle ne comprend pas. Elle comprend plus que vous ne le pensez. Elle comprend que vous avez choisi de la blesser pour vous protéger. Elle comprend que vous ne pouvez pas vous faire confiance. Et elle comprend qu'elle est mieux sans des gens de sa vie qui la sacrifieraient pour leur propre commodité. Steven est retourné dans sa maison. Au revoir, Rena. J'espère que vous comprendrez comment vivre avec ce que vous avez fait. Il a fermé la porte et l'a verrouillée, puis a regardé à travers la fenêtre que Rena se tenait sur son porche pendant plusieurs minutes avant de finalement s'éloigner. Ce soir-là, quand Hadley est rentré de l'école, elle a immédiatement remarqué quelque chose dans son comportement. Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Rena est venue aujourd'hui. Hadley posa son sac à dos et le regarda sérieusement. Que voulait-elle? Elle voulait s'excuser et voir si nous pouvions régler les choses. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que ce qu'elle avait fait était impardonnable et que nous sommes mieux sans elle dans nos vies. Hadley hocha la tête pensivement. Je pense que c'était la bonne chose à dire, n'est-ce pas? Vous ne vous sentez pas mal à ce sujet. Je me sens triste pour elle, a déclaré Hadley. Mais pas mal pour nous. Le docteur Fielding dit que parfois les gens font des choix qui signifient qu'ils ne peuvent plus faire partie de notre vie, et ça va. Steven s'émerveilla à nouveau de la sagesse et de la résilience de sa fille. Que pensez-vous de ne plus jamais la revoir? Soulagé, a déclaré Hadley sans hésitation.
Je n'aime pas être avec des gens qui me rendent nerveux à propos de tout ce que je fais. Assez juste. Cette nuit-là, après que Hadley dormait, Steven s'est assis dans son étude et a réfléchi à la conversation avec Rena. Il n'a ressenti aucun regret de refuser ses tentatives de réconciliation. Certaines trahisons étaient tout simplement trop fondamentales pour pardonner, et ce qu'elle avait fait à Hadley est tombé dans cette catégorie, qu'il n'était pas un homme cruel, mais il était un père protecteur. Et protéger sa fille signifiait garder les personnes toxiques hors de leur vie, même si ces personnes avaient autrefois été un point familial. Un an après l'incident du mariage, Steven se tenait dans la cuisine de leur maison samedi les crêpes du matin alors qu'Adley était assise à la table en travaillant sur les devoirs. C'était devenu leur rituel de week-end. Pancakes et jus d'orange pendant qu'ils prévoyaient leur journée. L'année dernière avait apporté plus de changements que Steven aurait pu l'imaginer. Le procès civil avait été réglé hors du tribunal avec Rena et Callie acceptant les excuses publiques et la compensation financière que Steven avait placée dans un fonds universitaire pour Hadley. Plus important encore, ils avaient tous deux accepté d'assister aux cours de parentalité et au conseil de gestion de la colère dans le cadre du règlement que l'entreprise de planification des événements de Callie avait complètement plié et elle avait déménagé dans un autre état pour recommencer. Steven se demandait parfois comment elle allait, mais pas assez pour le découvrir. Certaines personnes qu'il avait apprises étaient simplement toxiques et devaient être complètement retirées de votre vie. Rena avait trouvé du travail avec une petite entreprise de marketing dans une ville voisine. Elle avait respecté les limites que Steven avait fixées et n'avait pas tenté de les contacter à nouveau. La clause de visite supervisée et leur accord de divorce sont restés non testés. Hadley n'avait jamais exprimé son intérêt à voir son ancienne belle-mère. « Papa, j'ai besoin d'aide pour ce problème de mathématiques. » Hadley a dit à la recherche de sa feuille de travail. Steven a retourné les crêpes et l'a rejointe à la table. À 9 ans, Hadley était en plein essor sur le plan scolaire et social. Elle avait fait plusieurs amis proches dans sa nouvelle école, rejoint le club d'art et avait commencé à prendre des cours de piano. L'enfant effrayant et anxieux qui avait été giflé dans une suite nuptiale était devenu une fille confiante et articulée qui a défendu elle-même et les autres. Il s'agit de fractions, a déclaré Steven, en revue le problème. Selon vous, quelle devrait être la première étape? Ils ont traversé les mathématiques. Ensemble, posant des questions et raisonnements à travers la solution. Steven avait toujours été impressionné par l'esprit logique de sa fille, mais il était encore plus impressionné par son intelligence émotionnelle. La semaine dernière, elle était rentrée de l'école avec une histoire sur la défense d'un camarade de classe qui était taquiné par des enfants plus âgés. Je leur ai dit que prendre des personnes plus petites que vous rendait faible, pas forte, elle avait signalé des choses en fait. Et j'ai dit que s'ils voulaient être des intimidateurs, ils devraient trouver quelqu'un de sa propre taille. Que s'est-il passé alors? Ils m'ont appelé un nom et s'éloigna. Mais ils ont laissé Tommy seul. Avez-vous peur? Un peu. Mais je me suis souvenu de ce que vous m'avez appris à défendre des gens qui ne peuvent pas se défendre. Steven avait ressenti une fierté féroce à ce moment-là. Sa fille avait appris la leçon la plus importante. Il pouvait lui apprendre que la protection des autres valait le risque de se faire une cible. Maintenant, en la regardant résoudre des problèmes mathématiques avec la même logique prudente qu'elle a appliquée à tout le reste de sa vie, Steven a ressenti un profond sentiment de satisfaction. Ils avaient construit quelque chose de bien ensemble par l'épave de leur ancienne vie. La sonnette a sonné, interrompant ses pensées. Steven jeta un coup d'œil à l'horloge. 10 heures un samedi n'était pas un moment inhabituel pour les visiteurs qu'il a ouvert la porte pour trouver David Walsh, son avocat, debout sur le porche avec un dossier à la main. David, c'est inattendu. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. J'ai des nouvelles que je pensais que vous vouliez entendre en personne. Steven l'a invité et lui a versé du café tandis qu'Adley continuait de travailler sur ses devoirs à la table de la cuisine. Quelle est la nouvelle? Walsh a ouvert ses portes son dossier. J'ai reçu un appel hier du bureau du procureur de district. Ils ont décidé de poursuivre des accusations pénales contre Callie pour fraude à l'assurance. Steven haussa un sourcil. Je pensais que ce navire avait navigué. Apparemment non. La compagnie d'assurance a mené sa propre enquête après une affaire civile et a trouvé des preuves que Callie avait prévu de déposer une réclamation frauduleuse depuis le début. Ils ont également découvert que ce n'était pas sa première tentative de fraude à l'assurance, ce qui signifie qu'elle a déposé une fausse réclamation il y a 2 ans pour des bijoux volés qui n'ont jamais été volés. La compagnie d'assurance a versé $12 000 avant de découvrir les bijoux dans son coffre-fort. Steven secoua la tête.
plus il en apprenait sur Cali, plus il réalisa à quel point ils ont de la chance d'être débarrassés de son influence. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Rien. En pratique, vous n'êtes pas impliqué dans l'affaire pénale. Vous êtes juste un témoin. Mais je pensais que vous vouliez savoir qu'il y aura enfin des conséquences réelles pour ce qu'elle a fait. Steven le considérait. Il y a un an, il aurait ressenti de la satisfaction à la nouvelle de Cali confrontée à des accusations criminelles. Maintenant, il se sentait surtout fatigué. Cela affectera-t-il Adlai d'une certaine manière? Sauf si vous le souhaitez. Le procureur pourrait demander une déclaration d'impact sur la victime, mais cela dépendrait entièrement de vous. Steven a regardé sa fille, qui était concentrée sur ses devoirs, et apparemment inconscient de la conversation pour adultes qui se produisait autour d'elle. Elle était passée du traumatisme de cette journée, a construit une nouvelle vie, développé la confiance et la force. Avait-elle besoin d'être ramenée dans le système juridique pour satisfaire la justice? J'y penserai, a-t-il dit. Jour au lieu de me frapper? La question a parfois attrapé Steven off guard. Pourquoi? J'y pensais hier soir. Si elle m'avait protégé, nous vivrions toujours avec elle? Steven a réfléchi à la façon de répondre honnêtement sans écraser sa fille avec des complexités adultes. Je ne sais pas, dit-il enfin. Mais je sais que les choix que les gens font nous montrent qui ils sont vraiment. Et le choix qu'elle a fait ce jour-là m'a montré qu'elle n'était pas la personne que je pensais qu'elle était. Je suis content qu'elle ait fait ce choix, a dit Adlai tranquillement. Vraiment? Pourquoi? Parce que si elle ne l'avait pas fait, nous n'avons peut-être pas compris qu'elle n'était pas en sécurité pour nous. Nous aurions pu continuer à vivre avec quelqu'un qui me blesserait pour se protéger. Steven a cessé de marcher et s'est agenouillé jusqu'au niveau des yeux de sa fille. Vous êtes assez sage pour un enfant de 9 ans. Je l'ai appris de vous, a-t-elle simplement dit. Vous m'avez appris que les gens vous montrent qui ils sont par ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent. Ce soir-là, Steven a appelé Walsh et a refusé de participer à l'affaire pénale contre Cali. La justice, avait appris, ne concernait pas toujours la punition. Parfois, il s'agissait de vous protéger et les gens que vous aimez de ceux qui vous faisaient du mal. Parfois, la justice ressemblait à la construction d'une nouvelle vie sans influence toxique. Parfois, la justice ressemblait à un enfant confiant et heureux qui savait qu'elle était aimée et protégée. Comme Steven dans un lit ce soir-là. Elle lui a posé une autre question. Papa, tu es content de la vie que nous avons maintenant? Oui, dit-il sans hésitation. Êtes-vous très heureux? J'aime que ce soit juste nous. J'aime que personne ne crie, ne mente ni ne me fait me sentir mal dans ma peau. J'aime ça aussi, papa. Oui, je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Steven a éteint la lumière et a fermé la porte d'Adlai, puis s'est dirigé vers son étude où il a gardé une photo encadrée de sa première femme, la mère d'Adlai. Il a regardé l'image pendant un long moment, en pensant aux promesses tenues et aux responsabilités remplies. Je l'ai protégée, a-t-il dit tranquillement sur la photo. Elle est en sécurité, heureuse et forte. J'ai tenu ma promesse. À l'extérieur, le soir de printemps était calme et paisible. Dans sa chambre, Adlai dormait déjà, rêvant du projet artistique qu'elle planifiait pour l'école et de la fête d'anniversaire qu'elle a été invitée le week-end prochain. Steven s'est assis à son bureau et a ouvert son ordinateur portable pour vérifier les emails, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années. Terminer la paix avec ses choix. Il avait perdu un mariage, une connexion familiale et un cercle social. Mais il avait gagné quelque chose à l'infini plus précieux que la connaissance qu'il avait protégé sa fille lorsqu'elle avait besoin d'une protection. Le maximum à la fin, c'était le seul juge qui comptait.